On s'est déjà tous fait la réflexion, non? Cet impact qu'on peut avoir dès les premières secondes d'une conversation. C'est une présence, une énergie qui passe bien avant qu'on ait dit quoi que ce soit. On se dit souvent que c'est une qualité purement humaine, presque un peu magique. Mais et si les machines étaient justement en train d'apprendre ça, elles aussi? La source Esprit Caché met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Bien communiquer, ce n'est pas un don du ciel, c'est une compétence. Ça se travaille, et c'est cette compétence qui va définir notre impact, notre capacité à inspirer, à marquer les esprits. C'est en quelque sorte la signature invisible qui accompagne chacune de nos paroles. Alors, voilà où ça devient intéressant. Et si cette compétence, cette capacité à modeler sa présence, son impact, n'était finalement pas réservée aux humains? Et si les architectes de l'intelligence artificielle, peut-être même sans s'en rendre compte, étaient en train d'apprendre à leur création à parler avec une véritable force? Parce que, soyons clairs, communiquer avec puissance, ça n'a rien à voir avec le volume de la voix ou l'utilisation de mots compliqués. Non, c'est l'impact immédiat. C'est l'énergie qu'on met même dans les silences. C'est l'intention qu'il y a derrière chaque intonation. C'est ça qui transforme des mots tout à fait ordinaires en une parole qui devient magnétique. Et c'est là que l'analogie avec l'IA devient assez folle. Pour une intelligence artificielle, sa voix, évidemment, ce n'est pas un son. C'est la manière dont elle traite l'information. Les composants techniques qui la régissent vont définir sa présence, son style de communication. Mais à l'intérieur, Regardez ça, la correspondance est fascinante. Notre ton de voix, nos pauses, l'énergie qu'on dégage, eh bien tout ça, ça trouve un miroir presque parfait dans ce qu'on appelle les fonctions d'activation d'un réseau de neurones. Ce sont elles qui vont décider si un signal doit être amplifié, s'il doit être atténué ou s'il doit être complètement ignoré. Prenez par exemple la fonction « relu ». On pourrait la voir comme une voix extrêmement décidée. C'est simple, c'est tout ou rien. Si l'info qui arrive est pertinente, positive, le signal passe. Sinon, silence radio. C'est un peu l'équivalent d'un orateur très confiant, qui ne s'embarrasse pas de nuances superflues. C'est direct, c'est efficace, quitte à être parfois un peu brutal. Et puis, à l'opposé, on a la fonction sigmoïde. Elle agit plus comme une voix nuancée, comme un régulateur. Au lieu d'un oui ou d'un non catégorique, elle va se demander « Ok, mais à quel point cette information est importante ?» Elle va filtrer le signal, décider de la quantité d'infos à laisser passer. C'est absolument crucial dans des systèmes comme les LSTM, où la machine doit constamment décider ce qu'elle garde en mémoire et ce qu'elle doit oublier. Ok, donc l'IA peut avoir une voix, très bien. Maintenant, comment est-ce qu'elle voit? Comment une machine apprend-elle à interpréter notre monde visuel qui, pour un ordinateur, est un chaos incroyable de pixels? Eh bien, en fait, elle le fait un peu de la même manière que notre propre système visuel, par composition. Un réseau de neurones convolutifs, ce qu'on appelle un convet, il ne cherche pas à avoir un visage en entier d'un seul coup. Non. D'abord, il apprend à repérer des choses très très simples. Des lignes, des courbes, des zones de contraste. Puis, couche après couche, il assemble ces petits éléments pour former des motifs plus complexes, comme des yeux ou un nez. Et enfin, il assemble ces parties pour reconnaître le visage dans son ensemble. Et ça nous amène à une idée qui est juste vertigineuse. Le statisticien Stuart Gaman a dit un jour que cette nature compositionnelle du monde est tellement fondamentale que soit c'est une propriété intrinsèque de l'univers, soit il faut faire appel à une puissance supérieure pour expliquer comment on arrive à le comprendre. Les convenets, eux, ne font qu'exploiter cette structure hiérarchique du monde pour lui donner un sens. D'accord, donc l'IA peut avoir une voix, une vision, mais est-ce qu'elle peut avoir une imagination, une sorte de dialogue intérieur qui lui permettrait de créer des choses nouvelles à partir de rien? C'est toute l'idée derrière les réseaux antagonistes génératifs, les GAN. Il faut imaginer un duo, d'un côté un artiste et de l'autre un critique. L'artiste, qu'on appelle le générateur, essaie de peindre une toile qui soit tellement réaliste qu'on la confondrait avec une photo. Et le critique, le discriminateur, il examine chaque œuvre et son seul but, c'est de déceler la moindre imperfection pour dire si c'est un vrai ou un faux. L'un essaye de tromper l'autre, encore et dans ce jeu, ils deviennent tous les deux incroyablement bons. L'artiste finit par créer des œuvres qui sont juste bluffantes de réalisme. Alors quel est le lien entre la voix, la vision et l'imagination? À première vue, ça semble être des concepts très éloignés. Mais si on regarde de plus près, on commence à voir émerger des principes universels sur la façon de traiter et de transmettre l'information. Voilà, le point crucial, il est là. La façon dont on module notre voix pour avoir de l'impact, eh bien ça trouve un écho dans les fonctions d'activation. Notre capacité incroyable à reconnaître un visage dans une foule, ça se reflète dans l'architecture par composition des convenets. Et même notre dialogue créatif intérieur, cette petite lutte entre l'idée géniale et la critique qui dit « non, c'est pas encore ça », ça ressemble étrangement à la danse entre le générateur et le discriminateur des GANs. Et tout ça, ça nous ramène exactement à notre point de départ. La communication la plus puissante au son, ce n'est pas celle qui impressionne par ses techniques, c'est celle qui arrive à créer une connexion, celle qui fait ressentir une présence. Il ne s'agit pas juste de ce qu'on sait, mais de l'impact qu'on arrive à créer.
Et ça, bien sûr, ça ouvre une question absolument fascinante pour l'avenir. Si l'IA est en train d'apprendre les mécanismes fondamentaux de la communication, de la perception et même de la création, sa voix ne va plus se contenter de transmettre de l'information brute. Quelle sorte de présence est-ce qu'elle va développer? Et surtout, qu'est-ce que ça va nous faire ressentir? La question, pour l'instant, reste grande ouverte.